Moi je suis Thomas Martin alias Gorklab. Je suis l'auteur de CGM, une émission sur l'image de synthèse sur YouTube et également de Timelapse pour sonvideo.com qui parle de beaucoup de choses, notamment le cinéma et aussi le format physique. Et aujourd'hui on est entouré d'invités prestigieux que je vais laisser se présenter en premier. Donc on va commencer par ce qui est marqué sur l'écran directement. Donc Monsieur Le Canard, Monsieur Pascal, je t'en prie. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Viatard, je fais partie de Canard Vidéo, qui est un label de Citel et du groupe Média Participation. Je suis une sorte de brand manager, responsable éditorial. J'ai démarré les DVD en 2007 avec Naruto en français. J'ai fait doubler près de 1000 épisodes en français et j'ai suivi le cours des DVD et des Blu-ray avec les films de Naruto, avec Hunter x Hunter, avec Death Note, avec Black Butler, voilà. Ma grande famille et mon patrimoine, c'est le support DVD. Ensuite on passe à All the Anime. Alors, vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous, je suis Tim du label All the Anime. Le label All the Anime est un label qui a été fondé au Royaume-Uni, mais on est également présent en France. On m'entend pas? Le plus près de lui, comme ça. Plus près de lui. Voilà. Pour ma part, ça fait 10 ans maintenant que je travaille chez All the Anime. Le temps passe vite. Que dire d'autre? Nous, on s'occupe évidemment de support physique. L'édition vidéo, c'est notre cœur de métier, on va dire historique. On fait également aussi des sorties cinéma, donc on a pu travailler sur Your Name, que ce soit sa sortie cinéma, mais aussi la sortie en coffret physique, longtemps des coffrets collector, standard, plus mass market. Donc on a fait un peu de tout depuis ces 10 dernières années. Beaucoup de tout. Et enfin, nous avons Nelson de Tanuko qui va se présenter aussi. Merci. Moi, à côté de deux dinosaures, j'ai pas grand chose à dire. Merci pour le dinosaure. Très bien. Je le prends pas mal du tout, merci. Au contraire, alors, c'était très positif. Mais Nelson, donc j'ai fondé avec deux associés, Philippe et Alexis, la maison d'édition Tanuko, inspirée justement par ces deux messieurs et les maisons qui le représentent. Et à notre humble manière, on essaie de faire en sorte que le support continue de perdurer. On a une vision, on a été éduqué justement avec des grandes œuvres, des produits de qualité, donc on essaie d'apporter justement notre humble savoir-faire, ou plutôt on essaie d'apprendre en regardant justement ce que les deux maisons d'édition ici à côté nous apportent. Donc voilà, une petite maison très récente. Très bien. Alors, pour commencer, on va replacer le concept du format physique. Beaucoup d'entre nous ont commencé ça avec la VHS, mais aussi un truc assez obscur pour la France qui s'appelle le Laserdisc. Le Laserdisc à l'époque, c'était un disque qui fait penser à un format vinyle qui était vraiment de même taille qu'un vinyle, dans le sens où c'était la même taille qu'un vinyle, mais en gros vous aviez entre 30 minutes et 1 heure de vidéo par passe. Donc ça voulait dire qu'à chaque heure de fin de vidéo, vous deviez bouger de votre canapé et changer le disque de face. Soit ça, soit vous étiez extrêmement riche pour l'époque et vous aviez un lecteur double face. Mais des fois il y avait des films avec 2 disques, donc vous deviez quand même bouger de votre canapé pour aller changer de disque. Des fois pour des films qui duraient 2h05, un second disque était inclus, mais en contrepartie, vous aviez un autre format de disque, la suite, qui vous permettait de faire de l'arrêt sur image, donc de voir des explosions au ralenti, de faire des choses magnifiques avec ça. Mais ça coûtait une blinde. Et quand je dis que ça coûtait une blinde, ça coûtait environ 400 voire 500 francs le film à l'époque, là où une cassette vidéo valait 150 francs et un DVD plus tard vaudra environ 30 €, 200 francs. 200 francs à l'époque. Ouais, démarrage 150 francs et qu'on pouvait après retrouver de l'import. Je mets l'accent sur le format que vous avez là. C'était les premiers formats où on avait parfois 2 langues dessus. Donc pour nous c'était super intéressant. Il n'y avait pas les sous-titres, on pouvait toujours courir. Après ils les ont mis, mais en effet démarrage c'était le produit phare, c'était notre futur à nous, c'était ça. 97 tu disais, tu as commencé. Ok, 97 hier. Et
Pour vous donner une idée, au Japon, ça c'était Princesse Mononoke, et donc on avait un intérieur avec des très belles illustrations, l'extérieur aussi, même chose. Et là, si je ne me trompe pas, il y a 2 disques. Ouais. Un film animé qui ne dure pas forcément ce temps-là, mais sur le second disque, on avait tout ce qui était bonus. Donc tout ce qui est bonus est arrivé en fait avec ce format, le Laserdisc, et ce qu'on a été habitué après sur les DVD, les Blu-ray, les Blu-ray 4K, vient du Laserdisc à la base. Et on trouve encore des bonus de cette époque-là, je pense sur des émissions comme Pat Labor ou autres, chez quelqu'un qui n'est pas présent aujourd'hui sur scène. Mais ce genre de choses a perduré depuis toutes ces années, et en fait, aujourd'hui, c'est à la fois un objet, mais c'est aussi une façon de faire perdurer un film qu'on n'a pas forcément vu, qui n'est pas forcément disponible sur des plateformes dans ce cas précis. On peut les acheter en DVD, en Blu-ray 4K, et c'est une façon de faire de la transmission de patrimoine qui est très important aujourd'hui, à l'heure où les algorithmes en fait dictent ce qu'on regarde sur les plateformes de streaming. On est d'accord que beaucoup de laserdiscs, et aussi ce qui plaisait à l'époque et encore aujourd'hui, ils sont assez recherchés pour des illustrations exclusives qu'ils avaient en couverture. Alors, quand vous prenez un film au Japon, ils font une illustration exprès pour le Japon, et ils font aussi une illustration pour overseas, c'est-à-dire en dehors du Japon. Il y a aussi des boîtes américaines, Warner ou les autres multinationales, avaient de la production française, donc on avait aussi ce type de produit-là en France. Mais en effet, les bonus étaient réservés plutôt au Japon ou aux États-Unis. Mais on avait aussi beaucoup d'imports US, ce qui nous permettait d'avoir les films avant que ça sorte parfois au cinéma. Mais c'était un peu plus rare, puisque le format, nous, on a eu la chance d'avoir une législation en France qui protégeait le fait d'aller au cinéma et de pouvoir voir ces films-là au cinéma. Mais oui, c'est devenu des objets cultes, en tout cas pour les vieux de la vieille comme nous. Mais voilà, on revient en vinyle. Le laserdisc, c'est beaucoup plus compliqué, mais comme la cassette vidéo revient, c'est tout à fait normal. C'est ainsi. C'est ça. Aujourd'hui, on peut encore produire de la cassette vidéo parce que beaucoup d'usines sont encore présentes, mais tout ce qui est laserdisc, en fait, les usines de pressage n'existent plus. Il y a encore des vieux de la vieille qui espéreraient que de nouveaux films sortent en laserdisc, mais c'est juste plus possible. C'est vraiment un truc qui appartient au passé, qui a été fini en 2001, et les machines ne sont plus réparables depuis 2009. Mais ça, c'est vraiment un truc qui appartient au passé. Le futur et le présent, c'est vous trois, et notamment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut un Blu-ray 4K précisément, les tirages sont si limités? Je pense à Slam Dunk, The First Slam Dunk, qui est sorti en Blu-ray 4K récemment. Impossible de l'avoir, à moins de payer des sommes folles sur des sites d'enchères ou des trucs comme Rakuten. Alors, quand vous voyez ça, est-ce que ça vous fait pas rager de se dire on produit très peu d'unités pour qu'au final des gens se fassent de l'argent sur notre dos? Moi, je commence. Ma maison d'édition, elle n'a pas fait encore de 4K, donc je ne peux pas me prononcer dans le cas précis, puisque c'est une maison d'édition qui n'est pas parmi nous, donc elle a eu sûrement des contraintes ou des impositions des ayants droit, donc je ne vais pas pouvoir parler sur le 4K. Mais Tim, il fait beaucoup de 4K chez Olcadil, notamment avec Your Name, Les Enfants du Temps, entre autres. Il pourra mieux parler du 4K que je pourrais parler. Alors sur ta question spécifiquement, je n'arrive pas trop à m'y retrouver parce que nous on n'est pas sur le marché à ce point des titres en 4K à un tirage. En fait, disons qu'on n'est pas contraint à le faire lié au support du 4K, plus par rapport à des conditions liées au packaging que le 4K. La preuve en est qu'on peut presser des galettes 4K pour faire des éditions standards un peu plus abordable, mais sur le format 4K, on n'est pas contraint à faire des petits tirages. Je suis un peu surpris. Surtout que vous avez même déjà évité des séries en 4K, comme Conan, le fils du futur. Conan, le fils du futur. Tout à fait. Non, le 4K, ça dépend. Là, le titre en question, Slam Dunk Reverse, l'éditeur n'est pas présent, l'éditeur n'est pas présent. Il aurait pu mieux parler que nous. C'était plus un exemple. On ne va pas faire de la spéculation sur le titre en question. Il est vrai que certains titres existent ailleurs en 4K pas en France. Il y a une multitude de raisons, soit la demande, soit les contraintes vis-à-vis de l'ayant droit asiatique. Voilà, de mon côté du moins. C'est vrai que le support 4K, on peut dire qu'il est quand même relativement récent. Ouais. Là, je pense qu'il est maintenant installé.
Donc s'il y avait une frilosité de certains éditeurs par rapport à est-ce que le marché va pouvoir absorber ces quantités en 4K, je pense que maintenant la question elle est plutôt répondue et que nous on l'a vu même chez Tani, le 4K démarrait, on avait pris le risque entre guillemets de faire un Your Name à une édition en 4K et les clients ils étaient là, ils n'étaient pas équipés en 4K mais ils voulaient acheter la meilleure qualité possible en se disant que plus tard sûrement, je ne peux pas mettre leur tête mais je pense qu'ils se disaient que quand il arrive plus tard je serai équipé de 4K. Et de toute façon j'adore tellement ce film. Et vous savez, je dis que je suis là en premier, mais on en a fait d'autres, on a fait Enfants des temps. Bon, après, je ne vais pas parler que des œuvres d'Amato Koshitei, on a fait d'autres choses aussi en 4K. Et c'est vrai qu'au début du 4K, les gens savaient qu'ils achetaient et qu'ils disaient, même sur le stand de Japan Expo il y a quelques années, on n'a pas de quoi lire la galette, mais c'est pas grave, on le fait quand même, on veut la meilleure qualité. D'où peut-être, excuse-moi, Tim, l'intérêt aussi. Beaucoup de personnes critiquent d'ailleurs, et je peux comprendre ce qui est dit, mais des combos DVD Blu-ray ou Blu-ray 4K. Aujourd'hui, je n'ai pas de Blu-ray 4K chez moi, je peux lire que du Blu-ray, mais avec l'évolution du marché, avec les écrans Full HD qui arrivent dans nos foyers ou autres, plus tard j'aurai un 4K. Donc aujourd'hui, je mise déjà sur un combo que je peux lire, tout en sachant que demain j'ai un upgrade pour regarder. Ouais, tout à fait. Après, si tu veux, je rebondis sur par exemple le DVD. C'est vrai que des échanges qu'on a en ligne avec des consommateurs ceux avec qui on interagit en ligne, c'est souvent ceux qui s'y connaissent un peu plus. Mais force est de constater les chiffres qui parlent, c'est que la part du DVD, en tout cas en France, au Royaume-Uni, ils sont quand même plus passés sur le Blu-ray que nous, mais nous, le DVD reste important. Et même ces derniers jours, sur le salon, à Japan Expo, on voit encore, il y a des gens qui préfèrent acheter du DVD que du Blu-ray. Pascal, ça c'est pour toi, parce que je me souviens qu'il y a quelques temps, quand tu as eu certaines déclarations. On va reprendre un cas et je vais redémarrer sur le fait de pourquoi. Alors, par rapport au 4K, par rapport au Blu-ray, je vais redémarrer moi sur l'histoire du DVD. N'oubliez pas qu'à l'époque, dès que la PlayStation 2 est arrivée, ça a mis beaucoup de lecteurs DVD dans les foyers. Exactement. Alors que le lecteur 4K n'est pas aussi développé que ça. On a attendu une PS5, on a attendu une Xbox, mais ce n'était pas aussi développé. Donc nous, on a eu beaucoup de mal à sortir, enfin on l'a fait, hein. On a sorti Boruto au début en Blu-ray, on a sorti One Piece Wano en Blu-ray, mais on n'a pas eu assez de retours et de ventes pour pouvoir continuer. Les chiffres du marché sont vraiment, à l'instar d'un DVD, on ne rentrait pas dans nos coûts de structure, dans nos coûts, etc. Ça sera la question suivante. Mais en effet, on a arrêté le Blu-ray parce qu'on ne pouvait pas fournir suffisamment. Alors qu'en DVD, on avait tout à fait la population et les fans qui vendaient du DVD standard. Dès qu'on voulait du Blu-ray, on était à 150, je suis désolé, au bout du troisième volume, quand on en vend 150, moi je me fais taper sur les doigts parce que je ne peux pas, c'est pas rentable. Malheureusement, il y a 2 ans, l'économie de rentabilité. Tu as justement fait une émission live Twitch de mémoire où tu parlais justement du coût du pressage d'un DVD et d'un Blu-ray. Et ça va venir dans les questions de monsieur. Donc je me prépare. J'ai le programme. Et on y viendra et je suis là pour répondre. Au contraire, hein, c'est le but du jeu, c'est de vous dire, de vous expliquer qu'en fait, oui, il y en a qui sont équipés et c'est très bien et tant mieux. Mais parfois, on est sur Canal Vidéo, depuis que je fais du DVD, j'ai toujours vulgarisé et essayé de standardiser. Il y a des spécialistes et c'est très bien. Et il y a aussi nous, en tant que fournir au maximum de monde le format qui convient. Parce que Céline, tu rappelles que le DVD est toujours majoritaire, et là je le vois avec les chiffres en fait de 2023-2024. Le DVD en part, c'est 79,9 millions d'euros de chiffres, et ça comprend, là-dedans il y a en gros le Blu-ray c'est 39,4 et le 4K c'est 24,9. Donc le DVD à lui seul fait mieux que le Blu-ray et le Blu-ray 4K en termes de revenus. Pour une idée déjà présente. La donnée GFK depuis 2011, c'est-à-dire dès que le premier déclin du DVD est arrivé, les données GFK c'était 12% du marché en moins par an. C'est ça. Entre 10 et 15%, donc on est une moyenne de 12%. Imaginez-vous que le marché de l'animé en France
pendant les 10 dernières années, enfin entre 2010 et 2020, c'était 0,2% de la masse totale de DVD qui sort, entre les films, les séries télé américaines, japonaises, enfin peu importe. L'animation japonaise, je ne vous parle pas des grands films Ghibli, et encore heureux qu'on ait ce statut-là, mais l'animation en tant que telle, même avec nous, avec Naruto, c'était 2% du marché total. Donc c'était pas viable de toute façon. C'est ça. Après, c'est vrai que force est de constater, les chiffres sont là, le marché du support vidéo physique est en baisse. Après, le marché de niche, qui est l'animation japonaise, comme d'autres marchés, segments, on va dire, est plutôt résilient et se porte plutôt bien. En tout cas, force est de constater de notre côté. On a encore un beau line-up à venir et les chiffres des années précédentes nous permettent de continuer dans cette voie. Donc, même aussi, pendant l'époque Covid, on dit, et c'est vrai, qu'il y a pas mal de gens qui ont découvert l'animation japonaise pendant le Covid. Le rayonnage des surfaces, enfin, vous voyez, on peut dire de la FNAC, Cultura, etc. Vous voyez qu'il y a un beau linéaire toujours dédié à l'animation japonaise. Il n'a pas rétréci depuis le Covid, il s'est plutôt agrandi. Chose qui est rare dans l'Europe. Et je me permets, moi je suis portugais, quand je vais en vacances chez moi, la FNAC n'a plus de support home vidéo tout court. Ah ouais. On ne peut plus Zéro trouver à la États-Unis, FNAC, dans aucune, et j'en fais quelques-unes, on ne peut plus en trouver. En Espagne, j'étais il y a quelques semaines, à Barcelone, vous avez 3 étagères, 4, toutes catégories confondues, c'est tout. Le Royaume-Uni c'est pareil, il n'y a que HMV maintenant qui propose vraiment. Mais c'est vrai que là où, pendant le Covid, beaucoup de personnes ont découvert l'animation et même les fans ont pu nourrir leur soif d'animation, donc ils allaient sur les plateformes numériques, tu pouvais difficilement sortir acheter ce que tu voulais, et ainsi de suite. Mais depuis la fin du Covid, les fans commençaient à comprendre qu'aujourd'hui, je peux voir une série X sur une quelconque plateforme, dans un mois, il n'y est plus. Voilà. Donc je paye un abonnement pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors que quand j'achète le support physique, oui, excusez-moi du terme, je vais peut-être me saigner un petit peu pour acheter, mais je peux le découvrir dans les meilleures conditions possibles, parce que le Blu-ray a quand même le meilleur débit qu'une plateforme Full HD, quelle qu'elle soit. Surtout quand tu payes un abonnement 4K et que tu regardes en streaming un 4K, tu n'as jamais vraiment la qualité 4K. Enfin, force est de constater que si tu mettais une galette 4K, là vraiment tu as le débit qui est lisse, qui est stable, tandis que le 4K, tu es limité par ta connexion, par les services. Donc oui, c'est vrai que depuis la fin du Covid, les chiffres home vidéo commencent à monter légèrement. Et heureusement que nous avons des éditeurs tels que Gali qui continuent à... Et bravo d'ailleurs pour le nouveau line-up que vous avez dévoilé, les nouveaux titres. C'est l'une des choses. Le marché a encore de quoi faire en France. Et justement, on sait que pour presser un disque, c'est 500 unités minimum, par exemple, voire généralement 1000 unités à peu près. Mais combien coûte réellement un coffret? Est-ce que ça, on peut nous en parler, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont gardées en fait comme un secret, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être évoqué vraiment de façon claire? Il n'y a pas de secret. C'est pas le problème du secret, c'est le problème que chaque série est différente. Chaque ayant droit est différent. On a parlé en fait de l'animation sur le streaming, où c'est par période, par contrat, mais nous aussi on est liés par contrat. Ouais. Quand vous avez envie de sortir une série en DVD ou un coffret, vous avez une période pendant laquelle vous allez sortir votre coffret. Et à la fin de cette période, vous n'avez plus les droits. Donc vous pouvez trouver parfois des séries qui passent d'un ayant droit à un autre, etc. Et ça bouge. Donc vous avez cette première période. Donc ça a un certain coût. Ça peut être souvent par épisode, surtout sur une nouveauté, une enchère. Parce qu'on peut être plusieurs à être dessus. Donc déjà, tous ces prix-là fluctuent. Après, ce prix-là, il va falloir l'avancer. Et c'est là où on ne peut pas tous le faire. Nous, on est dans des structures avec des groupes. Donc quand on a une trésorerie suffisante, on peut avancer l'argent. Mais on a avancé l'argent, mais il faut rembourser derrière. Donc c'est pour ça que moi, je suis très respectueux de Nelson, parce qu'il a sorti un coffret, donc il a été obligé d'avancer l'argent avant même de vous le vendre. Donc c'est ça qui est important chez nous, c'est qu'on est dans un métier passion, mais il n'y a pas de tabou sur les chiffres.
On est tous différents, on n'a pas le même jeu de cartes à la main. Donc on doit payer une certaine somme par épisode ou par film, une certaine durée. Si on veut plus longtemps, on paye plus, etc. On est sous le quota des enchères pour qu'on ait plusieurs défis. Et même une ancienne série, vous la payez, je vous donne un exemple de 500 € par épisode. Bah, imaginez-vous, moi j'ai sorti Naruto, il y a 220 épisodes de Naruto, 500 épisodes de Naruto Shippuden. Et c'était pas ce prix-là. Et c'était pas ce prix-là. Ajoutez à ça, vous avez notre savoir-faire. Donc simple, vous avez le traducteur, vous avez l'adaptateur, vous avez le correcteur. Parce que si vous trouvez une faute d'orthographe, c'est pas viable. Vous avez après un graphiste qui vous fait le coffret en lui-même, qui le pense avec la charte graphique de l'ayant droit. Mais vous avez aussi techniquement le coût du Japon à la France d'avoir acheté le matériel. Donc il faut récupérer le matériel, un coût de transfert. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un matériel, un fichier d'un ordinateur à un autre. Oui, c'est un fichier de base d'un ordinateur à un autre. Vous pouvez même payer les droits pour utiliser des images qu'ils vous envoient. Ça aussi, ça c'est dans la charte. Ils vous envoient des images, ok, pour pouvoir les utiliser, il faut payer tant. Mais tout ça, donc, ça a un coût et ça a une certaine, un certain besoin de trésorerie en avance pour les sortir. Donc comprenez-nous qu'on a un besoin de rentabilité d'un certain montant de vente pour pouvoir sortir un coffret. Alors des fois on le fait à perte parce qu'il y a d'autres séries qui marchent beaucoup et on se sert de ces séries-là pour essayer de vous fournir quelque chose. Mais ne vous dites pas que c'est un dû parce qu'en fait il y a beaucoup de gens derrière, comme toute industrie. Il y a des gens qui travaillent et moi j'estime que le coût du travail d'un traducteur, d'un correcteur, on en a besoin, je ne peux pas l'excuser. Ouais. Écoute, tu as plutôt bien répondu sur la partie acquisition, coût de production. Moi je pourrais compléter peut-être, parce qu'à la question combien ça coûte, c'est compliqué de répondre, parce qu'il faudrait prendre un exemple concret de voilà, celui-là il a un temps. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous pouvez faire une cascade, le prix de vente faciale, on va dire 60 €, vous enlevez la TVA, vous enlevez la marge du revendeur, vous enlevez la marge du distributeur, vous enlevez les royalties, parce qu'on paye les impôts pour remonter des royalties, on enlève les coûts de fabrication, que ce soit plus que pas ce qu'elle a dit, le papier, le carton, le packaging, l'encodage, l'autoring, le disque, on parlait de disque, le DVD. Bon, le DVD maintenant c'est pas très cher. Ouais. Le Blu-ray, merci à Sony, on est obligé de payer une redevance par disque. Ouais. On doit payer un forfait fixe par disque de protection à ACS et on doit payer par titre un autre forfait à Sony. Je repense toujours à ce moment où il y avait un peu la guerre entre Sony et un autre format pour instaurer et Sony a gagné. Ouais. Grâce à la PS3. Et ils ont gagné ce jour-là, ils ont gagné vraiment le gros lot parce qu'ils taxent tout le monde, toute la planète. Il les faut passer à la caisse à chaque fois qu'on imprime un Blu-ray. Voilà, je suis pas là venu faire une antifada sur Sony, mais je tiens à dire qu'ils se sont très très bien positionnés. Et voilà, on a fait un peu le tour des frais d'encodage, il y a beaucoup même nos frais fixes internes à nous, comme tu as dit, le graphisme, etc. Et ça découle de la traduction, évidemment, la relecture, le doublage. Il y a beaucoup de choses. Alors moi, j'ai pas grand chose à rajouter, vous avez tout dit, vous savez mieux que moi. Voilà, la seule chose que je peux rajouter, c'est que le marché a évolué, oui. Il y a 15-20 ans, nous avions des enchères en France qui pouvaient arriver parfois à 18 000 € par épisode. Aujourd'hui, on est... Oui. Je ne veux pas aller... J'ai un exemple. Je l'ai. Je le garde. Tu le gardes? Je le garde. Dommage. Moi, voilà. J'en ai des anecdotes, on en a des anecdotes. Ça, c'est pas on va vous en donner, ne t'inquiétez pas. L'année prochaine, rendez-vous pris. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris pour l'année prochaine. Et donc nous, aujourd'hui, ce qui difficulte en plus le support physique, c'est que le papier et le carton a énormément pris de valeur. Donc depuis le Covid,
il y a eu une restructuration du marché, une demande qui a complètement changé, et le papier carton a pris environ 40%. Donc c'est pour ça que vous avez aussi des coffrets qui vont plus aujourd'hui vers du Scanavo, on fait beaucoup moins de digibook, de digipack, parce que le carton, les papiers prennent énormément de valeur, et si on veut que les maisons d'édition fonctionnent, qu'on puisse continuer à acheter des œuvres et à pouvoir les faire, il faut faire des choix, et on est dépendant justement des prestataires. Oui, les analyses du marché, les coûts en bourse, ce genre de choses. Alors, dans ce cas, quelle est votre place en tant qu'éditeur face à des plateformes de streaming comme ADN, Crunchyroll et autres? Comment se démarquer par rapport à ça, en dehors du fait que vous avez déjà sorti un certain catalogue que vous retrouvez soit dans des supermarchés ou autres, bien des années après que les droits aient expiré, vous pouvez choper ça de nouveau, alors que les plateformes, par exemple, une fois que c'est retiré, c'est fini, vous ne pourrez plus jamais l'avoir sur ces plateformes. Donc, comment on se différencie par rapport aux plateformes, par exemple? C'est simple. En fait, on va reprendre plusieurs éléments de plusieurs réponses qu'on a données depuis quelques minutes. Mais la première chose, c'est qu'une série de support numérique peut disparaître du jour au lendemain. Alors qu'une série de support physique reste dans les collections. Elle est enchérie plutôt de bonus exclusifs, de visuels. Il y a une expérience sensorielle, merci beaucoup, je cherchais le mot. Au bout de 3 jours de Japan Expo, on commence à fatiguer. Donc il y a ce côté sensoriel, le toucher, les gardes sélectifs, les bonus exclusifs qui sont élaborés par les équipes qui sont derrière, que ce soit par des graphistes. D'ailleurs, Timothy a animé avec son équipe une très belle conférence avant-hier de mémoire. C'était avant-hier, exactement, à propos du packaging. Donc la grande différence, c'est le packaging, la qualité supérieure qu'il y a sur une plateforme numérique, le débit, et surtout les bonus qu'on peut apporter sur un coffret physique qu'on ne pourra pas retrouver sur streaming. D'ailleurs, c'est le choix que fait Panico, c'est à chaque sortie de proposer des bonus, de réaliser des bonus exclusifs. C'est beaucoup de temps, et on a la chance, handicap, avec une petite structure, de ne pas avoir de salariés, de ne pas avoir de contraintes. Et du coup, on prend sur notre temps perso, puisque Alexis, Philippe et moi-même, on est salariés, on a des travails à côté, donc on n'a pas encore besoin du salaire de la maison d'édition, mais parfois on prend 1 an pour élaborer un titre, alors que d'autres doivent tout simplement l'exploiter au maximum pour passer à d'autres choses, parce qu'ils ont des dizaines de salariés. C'est des approches différentes. Alors, pour la place de nos produits par rapport aux plateformes qui existent. Moi, j'ai eu la chance de faire du DVD, de gérer du doublage, de gérer de la vente à l'étranger. J'ai aussi été parmi les 4 fondateurs d'ADN au tout début. Donc, la plateforme s'appelait Genzai avant de devenir ADN. Quand j'ai fondé Genzai en 2011, en fait, on avait 4 séries et on faisait autant que nos concurrents, rien qu'avec 4 séries. Mais bon, j'avais Fairy Tail, j'avais Hunter x Hunter, etc. J'avais des grosses cylindrées. Je prenais le streaming comme un complément du coffret DVD de base. C'est l'inverse maintenant. Le coffret DVD est le complément du streaming. Mais le streaming, en fait, vous avez un choix comme la télévision, vous pouvez tout regarder. Vous avez jusqu'à 40 séries par trimestre. On le sait, puisqu'on avait le choix de 40 séries à vous proposer. Le coffret DVD, c'est un travail qui vous appartient parce que vous l'achetez, mais c'est devenu un objet plus que le contenant. Vous achetez plus le contenu. Le contenu, vous l'avez peut-être vu ou revu. Vous achetez le contenant. Ça, c'est pour la plupart d'entre vous. Mais nous, en tant que gros cylindrés, on va continuer à recruter. Donc c'est aussi un complément dans son ensemble. Reprenez un peu de recul, vous avez les jeunes qui arrivent, qui vont regarder du Naruto sur Netflix. Les gens qui regardent de l'animation, ça fait acheter du manga. Donc on est aussi, nous, le terme complément, la vidéo est un complément du manga. En tout cas pour ma part, puisque je fais beaucoup plus de séries télé. Le one-shot d'un film, c'est pas la même chose. Mais nous, en tant que tel, on est dans cette dynamique-là. Donc on rentre on n'est plus le produit phare, on est un produit de la chaîne. Donc c'est
encore une réflexion différente. Donc on est moins pris à partie, mais on est quand même là pour avoir un coffret DVD, pour pas mettre les gens devant le streaming, pour se le prêter entre copains quand ils sont jeunes, pour aussi devenir un objet de collection. Moi, Et là, je on prépare fait des des coffrets. coffrets. Moi, je prépare des coffrets. Peut-être pas tes DVD, moi j'ai... Mais tu sais quoi, j'en ai prêté il y a quelques années, tu vas rigoler, parce que c'était en plus une de tes séries. Et on se les a pas rendus. Une de mes séries fétiches, Attaque des Titans. Je tiens vraiment à protéger le coffret, à ce qu'il soit impeccable. Donc je lui ai prêté les disques. 5 ans plus tard, j'ai toujours le coffret à la maison, mais sans Et pas les disques, voilà. J'ai racheté le coffret. J'ai racheté le coffret, je suis mon client. Mais Je parle beaucoup, vas-y. Ouais, non, je suis d'accord sur tout ce qui s'est dit. C'est vrai que le côté postérité, vraiment appartenance, vous détenez l'œuvre et voilà, vous en disposez quand vous voulez, sûrement plus tard que la disponibilité en ligne. Nous, on fait attention aussi, on a vraiment une approche à apporter, prolonger l'expérience avec du contenu, du booklet, des finitions qui font prolonger un peu le plaisir de détenir et d'être fier d'avoir ça chez soi. Nous on y pense parce qu'on est aussi nous-mêmes des passionnés. Ça c'est vraiment, on a aussi notre approche. Quand on peut, on développe aussi des contenus, des bonus, que ce soit vidéo ou packaging. En plus, dans la mesure d'acceptable des ayants droit, parce que c'est le processus d'approbation pour à peu près tous les composants et tout ce qu'on fait, parfois selon les ayants droit, c'est difficile et fastidieux, mais autant que possible, on est avant tout des passionnés, donc on met aussi du cœur dans ce qu'on a envie de partager et que je suis heureux de posséder. Vous l'avez tous bien dit, effectivement, c'est plus en fait un objet qu'on aime posséder, une expérience, plutôt qu'un film qu'on va passer avec un âme. Moi, je dis plus ça. Oui, c'est sûr, mais après, je rajoute aussi une autre chose. Parfois, on est un peu la rustine d'un titre qui a été un peu maltraité par des plateformes de streaming où la lettre commence par un N. Et on s'est permis, et je pense que Stéphane était content, de refaire la traduction parce que ça va pas. Et cette plateforme-là n'est pas la seule à parfois bousiller la traduction, les sous-titres. Donc sur plusieurs séries, on refait les sous-titres. Alors, on peut faire les sous-titres de Devilman par exemple, pour qu'ils soient propres. Ça on l'a fait sur Violet Evergarden. Ils sont propres. Des exemples, on a pas mal. Donc voilà, on rajoute ce petit coup dans le coût global de la production, mais de la fabrication, mais c'est un mal nécessaire, quitte à fixer l'œuvre sur un support physique. alors, une plateforme numérique est une consommation rapide. Et ne pas mal prendre ce que je vais dire, mais c'est une consommation rapide, limite fast-food, permettez-moi d'employer le terme, je ne veux pas être mal poli, alors que l'achat d'un support physique apporte justement une qualité supérieure, la qualité, le temps et la passion qui est derrière, parce que beaucoup de coffrets, beaucoup d'entre nous ont justement ce côté passionné. La période à laquelle on vit, elle est très importante pour nous parce que moi à l'époque, j'avais rien en fait. Ouais. Quand j'ai démarré l'animation, on avait les LD. La plupart d'entre nous ne parlaient pas japonais. Moi, j'ai appris le japonais parce que je me suis dit il fallait que je le fasse, il fallait que je comprenne. Mais c'est pas pour ça que je comprends maintenant un anime à 100%. Mais bref. On a la chance d'avoir pléthore de chaînes télé et aussi de câbles et aussi de streaming, etc. Mais la bonne marche à suivre quand vous prenez la chronologie de la série, c'est d'abord la série qui sort au Japon, en simulcast sur une plateforme, donc un titre qui est sous-titré rapidement, le plus vite possible, avec une cadence effrénée pour le traducteur. Donc je suis comme Tim, on récupère ces sous-titres-là, on n'est pas satisfait parce que pour nous, il manque quelque chose. Vous rajoutez maintenant, depuis quelques années, du simul-dub, qui, je suis désolé pour avoir fait faire du doublage, c'est pas ma cam, mais ça permet aux gens d'avoir un doublage français. C'est aussi la valeur du DVD et du Blu-ray qu'on a, qui rajoute une couche d'information en plus. Donc vous avez ce streaming. Ensuite, vous avez aussi le fait que dans la bonne marche de l'industrie de l'animation au Japon, on le vend aussi, nous, aux télé. Donc il y a des boîtes de streaming qui font partie de France TV. Vous regardez Naruto, parce que Naruto est arrivé sur France TV, eh ben on est très content. One Piece, ça arrivera sûrement bientôt, mais ça rajoute encore une fois des couches. Donc on ne fait pas ça pour rien.
On le fait parce que... C'est un Voilà. travail de longue haleine. Mais il y a un ordre dans lequel, en fait, vous ne vous rendez pas... En fait, vous ne rendez pas compte, c'est pas la bonne formule, mais c'est une histoire d'image globale où chaque pièce est placée au fur et à mesure. Et nous, on arrive sur notre engrenage où il manque une roue, il manque un truc, on est obligé de remettre et de sortir le produit DVD ou Blu-ray ou Blu-ray 4K pour vous donner le produit que nous, on veut que vous ayez dans les mains à la fin. Je me permets juste, quel que soit l'éditeur, on essaie toujours de faire au mieux. Il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des petites virgules, il y a toujours des petites parenthèses qui nous empêchent, malgré le fait qu'on veuille aller plus loin, que ce soit des prestataires, des ayants droit qui nous demandent de ne pas faire ça comme ça. Donc parfois, malheureusement, il y a des produits qui ne sont pas à la qualité des consommateurs, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas faire mieux, c'est juste parce qu'il y a des choses qui nous empêchent, ou des petits couacs, des petits aléas qui sont passés, des petits trous dans les raquettes qui sont passés. Mais je pense que nous trois et les autres qui ne sont pas ici, ils ont toujours en tête la qualité, parce que c'est aussi la visibilité de la maison d'édition, c'est aussi l'image, la qualité. Donc, je parle pour moi, on parle pour nous, parce que je sais qu'à tour de rôle, il y a peut-être eu des petites parenthèses qui n'ont pas plu sur certaines éditions. C'est pas qu'on le veuille, soit il y a un choix éditorial, et je sais que pour notre premier titre, on nous a assez critiqué de ne pas avoir la VF. On n'avait pas la VF, et s'il fallait l'avoir, il fallait payer beaucoup plus cher, et avoir une VF pour une maison d'édition, c'est un coût assez supplémentaire, assez important, qui pourrait qui pouvait nous empêcher d'aller plus loin. Et là, il y a des choses qu'on ne peut pas. Soit on ne met pas la VF et on continue l'aventure, soit on met une VF et après on met la clé sous la porte. On faisait à l'époque une VF quand on avait l'accord d'une télévision qui nous le payait. C'est-à-dire qu'il payait la diffusion, qui nous achetait le droit. Et dans ces cas-là, on pouvait rentrer de l'argent pour faire la VF. La VF, c'est minimum 3 000 € par épisode. Donc quand vous avez 12 épisodes, il faut sortir 36 000 €. 36 000 € déjà, il faut les sortir. Puis si vous faites encore dans une 1h30 sur un film, et là je vous laisserai plus parler, mais sur un film, ce n'est pas 3 000 €, je parle des voix des personnes qu'on va utiliser. Parce qu'on va utiliser 5, 6 acteurs, 7 acteurs. Et moi, je voulais toujours utiliser au moins 10 acteurs pour couvrir le spectre de tous les épisodes. Mais sur un film, chaque acteur a sa voix. Donc vous imaginez le nombre d'acteurs à payer pour ressortir le nombre de lignes. Et donc, tout ça, c'est du monde derrière. Voilà, il ne faut pas l'oublier, la qualité humaine de ce qu'on essaie de vous donner au maximum. Ouais, je suis encore une fois d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai qu'un doublage, alors tu parlais de doublage de film, ouais, alors un prix pour un doublage de film, un bon doublage de film c'est 50 000. Comme tu as dit, doubler une série, il faut qu'elle soit annoncée à une grande télé pour pouvoir la financer dans son cycle de production. Un film, il faut qu'elle sorte au cinéma. Il faut qu'elle sorte au cinéma pour pouvoir rentabiliser la VF. Également une grande télé aussi derrière. Si on veut avoir par exemple le label AFCAE, l'association française des cinémas AVSC, il faut que notre film ait le label AFCAE si on veut le vendre à France Télévisions qui ne diffuse que des films d'animation qui ont reçu le tampon labellisé AVSC. Donc il y a pas mal d'étoiles qui doivent être alignées, donc c'est du travail aussi. Voilà, pour en revenir sur oui, effectivement, on s'efforce toujours de faire la meilleure qualité possible. Il y a des choses parfois qui nous échappent, parfois à la toute fin de la production. Je me rappelle par exemple un imprimeur qui, au lieu d'imprimer des cartes, alors c'est dans un coffret, ça date un peu, mais le coffret avait des cartes en cœur. Un côté il y avait un vernis brillant, l'autre c'était un vernis mat. Et il imprimait des illustrations du côté mat, alors qu'il fallait que ce soit brillant en fait. Ah oui, c'est pas notre faute, vous avez mal utilisé le template. Ah ouais, mais bon, si tu regardes bien le fichier, tu sais ce que tu fais quand même. Donc ouais, et là c'est trop tard, c'est conditionné, c'est pas déjà livré. Et oui, il y a des choses en toute fin de course qu'on peut pas
on peut plus lutter à ce stade-là. Là, vu comme ça, je prends l'exemple qu'on avait dit tout à l'heure de la PlayStation 2 qui avait drivé le DVD, la PS3 derrière avait drivé le Blu-ray à moindre échelle, et depuis quelques années on voit que le Blu-ray 4K monte, alors que le Blu-ray et le DVD descendent, mais bon, le DVD qui descend, ça veut toujours dire qu'ils vendent plus que le Blu-ray 4K réuni. Vous, l'avenir, vous voyez comment? J'ai pris le slogan orange volontairement là pour le coup. Alors, pour ma part, je continue à faire du standard. Je fournis le maximum de monde, le maximum de fans. Donc on vulgarise toujours, on recrute toujours. Et pour moi, le 4K doit aller avec le format. Je ne peux pas sortir une série au long cours qui continue en 4K. C'est pas possible. Les frais, les licences, les choses comme ça, plus le doublage, on ne peut pas se le permettre. Un film, là c'est autre chose. Donc là, on a un film, on a un one-shot, on fait un beau produit, on fait un steelbook, on fait des choses que les gens, les fans veulent avoir dans leur bibliothèque. Donc ça, c'est plus facile à budgéter et à montrer et à se dire, à se projeter pour avoir les ventes nécessaires. Mais moi, pour ma partie, parce que je fais de la série longue, je vois que ça continue à vendre malgré tout et que les gens veulent continuer comme un livre, continuer à avoir leur format, leur collection. Moi, je me permets de rebondir sur les chiffres que tu as partagés tout à l'heure. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est que tu disais que le DVD, bon, il perdait un peu, mais il était quand même assez stable. Tu disais que le Blu-ray, par contre, il descendait et le 4K montait. Donc, quelque part, c'est les clients du 4K, enfin, le 4K est en train de bouffer le Blu-ray, mais le DVD, lui, il reste stable quelque part. On doucement, mais ça reste relativement stable, effectivement. Et après, comme je disais aussi en début, le marché du physique tend à chuter un peu, mais notre marché qui est un marché de niche est tout de même résilient, mais c'est aussi la façon dont nous traitons nos sorties. C'est-à-dire qu'on fait du collector, faire passer par la case collector, c'est-à-dire un tarif un peu élevé, nous permet aussi de rentabiliser nos frais. Si on se compare 2 minutes avec des sorties de films de grands majors, ou des choses comme ça, du monde du live, donc ils sortent du collector, ça y a pas de problème, ils ont des clients pour ça, et ça va très bien, mais vous voyez les coffrets, les éditions DVD standard Blu-ray, ils vont direct dans l'opérationnel. Ce que j'appelle opérationnel, c'est quand vous achetez 2 achetés, 3 offert, 5 égale 6, enfin bref, ça va direct là-dedans, ça reste là quelques mois, et après, mais que deviennent ces boîtiers? Ils disparaissent de la nature, on les voit plus trop, ils servent à faire du pilon, du marteau-pilon, donc c'est quelque chose que nous on veut se préserver, de ne pas aller dans cette méthode de distribution, et c'est aussi ce qui explique pourquoi le marché de niche est aussi résilient, parce qu'on anime aussi, ça c'est le travail de distribution, on anime notre catalogue, et voilà, il faut sans cesse renouveler l'offre, et de l'offre existante aussi. Nous, de notre côté, de le futur, on est une petite maison, il y a juste là, 2 autres qui vont arriver d'ici la rentrée et d'autres annonces en fait demain. Teasing. Demain soir, il y a un titre. Je pense que c'est le but de chaque maison de proposer un titre qui se démarque, un titre qui soit grand, qui soit fédérateur, qui amène. Et Pascal a très bien dit, si on peut faire des titres un petit peu plus niches, il faut avoir des titres porteurs. Voilà. Et je pense que le titre qu'on va annoncer demain lors de la conférence de presse, on doit absolument, je pense qu'il va plaire aux gens. Donc on va continuer de faire du mieux, on va tout faire pour, et voilà. Donc je vais terminer très rapidement pour vous dire que le marché n'est pas fini. Et nous, on a aussi encore des nouvelles séries qu'on va sortir. Et même des anciennes séries que vous allez retrouver. Donc même si les droits, comme je vous expliquais, que les contrats, certains contrats se terminent, donc restez à l'écoute, suivez-nous, parce que comme Nelson vous l'a dit, il va faire des annonces. Nous aussi, je pense que tout comme Canal Vidéo va continuer à sortir des coffrets. Donc dès l'année prochaine, vous allez avoir des petites pépites qui vont revenir. Soyez à l'écoute, on est là. Ouais, nous de notre côté, belle année aussi à venir, on a la saison 2 d'Arkane, on a Valhalla, on a annoncé du Macross, Frontier, Delta,
La Bleach continue d'arriver. Très belle année à venir. Cyberpunk Edge Runner aussi, et on nous a annoncé une saison 2 hier. On va sortir pour faire en même temps le coffret. Donc on a encore pas mal de beaux projets et on est ravis de travailler dessus. Alors, pour faire ça, parce qu'on doit finir aussi, il est déjà l'heure, désolé. L'année prochaine, rendez-vous pris, parce qu'on a encore beaucoup de choses à annoncer. Donc, comme je disais, vraiment, dernier mot, demain, Seine-Pourri, Hall 6, une conférence à 16h45 de mémoire, 17h15, en Seine-Pourri pour mon associé Philippe. Il y a une très grosse licence annoncée, entre autres. Et pour finir, on va faire gagner 2 coffrets qui sont ici sur la table. Donc, Wagaku, ici présente, vous a distribué des tickets tout à l'heure. Je vais vous demander de prendre vos tickets. On va faire gagner aujourd'hui un coffret Bleach de la dernière saison, de la saison ultime, donc le deuxième coffret. Un coffret Volvo 13. Et il n'est pas ici sur la table, mais il est ici derrière. Donc, le pamphlet du film, un pamphlet exclusif pour Volvo qu'on a réalisé lors de la sortie du film, qu'on a passé au cinéma. Tim, ferme les yeux, je te laisse prendre un numéro. Pareil, il faut fermer les yeux. Toi, tu feras. Alors, on va dire, Pascal, tu feras toi, tu feras le livret. Alors moi, je fais gagner qui? Le pamphlet, Tim, Bleach. Toi, tu annonceras Golgo 13. Et donc après, vous nous rejoindre là et on vous offre avec grand plaisir. Pour le pamphlet, c'est le numéro 755. 755. Comme par hasard. Vous ne l'aurez pas.